Dans ce webinaire organisé par le collectif Gouvernance cellulaire, nous abordons le sujet de la conduite du changement dans les transformations à forte composante humaine en entreprise. Dans cette table ronde, 3 intervenants, acteurs de la conduite du changement, témoignent. Christophe Hérault de Coefi, David Dreyer de l'Instant Z, Fabienne Simon-Witt d'Enedis nous offrent un échange à 3 voix, facilité par Yasmine Crane. Ils nous racontent les difficultés rencontrées, les solutions trouvées et leurs principaux apprentissages. Donc bonjour à tous. Cette table ronde sur le thème de la conduite du changement est proposée et organisée par l'équipe Gouvernance cellulaire. Donc c'est une table ronde sur la conduite de changement organisée par un collectif qui développe et propose un mode de gouvernance et d'organisation qui vise à plus d'efficacité et un mode de fonctionnement plus humaniste et plus efficace. Et donc, les 3 personnes qui interviennent ce soir, David, Fabienne et Christophe, sont chacun, dans leur métier, dans leur quotidien, experts de ce sujet de la conduite du changement. Je vais vous présenter en quelques mots. Donc, on a ce soir avec nous Fabienne Simon-Witt, qui est coach interne chez Enedis et qui est chargée de l'accompagnement de la transformation managériale sur le sillon rhodanien chez Enedis. Nous avons David Dreyer, David qui est formateur, accompagnateur et chercheur en gouvernance partagée et qui est cofondateur de l'Instant Z, basé en Suisse. Nous avons enfin Christophe Hérault. Christophe qui est coach, consultant et formateur en développement managérial et organisationnel. Christophe, tu accompagnes les transformations d'entreprises vers de nouveaux modes de management et d'organisation. Cofondateur et co-dirigeant de Coefi. Donc, bienvenue à vous 3. Merci. Alors, chers tous, j'aimerais vous demander en introduction pourquoi c'est important pour vous de discuter ce thème de la conduite du changement aujourd'hui. De quoi on parle quand on dit conduite du changement et en quoi pour vous c'est un thème important? Fabienne, si tu veux bien lancer la danse. Ok, merci Yasmine. Oui, la conduite du changement. Alors, nous, dans notre entreprise, on parle de conduite du changement souvent quand il s'agit de projets d'organisation, de changement d'organisation ou d'outils, et puis souvent de transformation plutôt quand on parle de l'évolution de la culture managériale. Et alors, pourquoi c'est important? Déjà parce que l'engagement des salariés, il s'est beaucoup dégradé pendant plusieurs années. Et on a vu dans le baromètre social, ça devenait vraiment déprimant au fur et à mesure des années, que c'était vraiment incontournable de faire évoluer la culture et les modes de management pour réenchanter le travail au quotidien. Donc, il y a eu un gros travail de fait pour faire évoluer ces modes de management. Un autre enjeu important sur la transformation, c'est la transition énergétique. Et on est attendu, nous et Enedis, pour intégrer toutes les énergies renouvelables, alors que jusque-là, on faisait circuler l'énergie qui venait des centrales nucléaires et des barrages hydrauliques. Et là maintenant, on doit intégrer toutes les sources d'énergie qui viennent de toutes les énergies renouvelables un peu partout sur le réseau. Donc, c'est un changement très important de notre métier. Voilà, et du coup, avec notre monde complexe, c'est une évolution aussi de chacun d'entre nous, individuel, des équipes aussi pour qu'elles apprennent à être plus autonomes, et puis de l'organisation pour s'adapter à ces changements fréquents et importants. Oui, merci Fabienne. Christophe, de ton côté, pourquoi la conduite du changement? En quoi c'est important? Pour moi, j'y suis confronté tous les jours avec les clients que j'accompagne, que ce soit pour un changement individuel, mais surtout quand il s'agit de transformer une entreprise, adopter de la gouvernance partagée, des formes comme l'holacratie, la gouvernance cellulaire. Eh bien, ça implique de remettre en cause des pratiques. Et derrière toutes ces pratiques, il y a tout un tas de modèles mentaux, des schémas, des habitudes, un rapport au pouvoir, un rapport aux autres. Et tout ça, finalement, quand on accompagne ces changements, on est confronté à une complexité vraiment importante.
et ça vient toucher finalement chacun dans une dimension parfois assez intime, dans notre humanité, nos croyances. Et voilà, pour moi, ça me passionne d'explorer cette question du changement, comment bien l'accompagner, comment le vivent les gens qui s'engagent sur ces changements-là. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de joie de pouvoir partager ce temps avec David et Fabienne, où on va explorer nos pratiques, s'enrichir les uns les autres, en même temps que j'espère vous apporter peut-être à tous, à toutes, quelques éléments de réflexion utiles. Parce qu'au final, voilà, je crois qu'on a tous à apprendre sur ces chemins-là qui n'ont rien d'évident, qui a rien de standard. Et voilà, je sais pas, peut-être que oui, et la couleur que j'apporte dans cette discussion aujourd'hui, c'est justement ces questions autour des changements de type de gouvernance et de l'innovation managériale d'une manière générale. Je crois que c'est un peu sous cet angle-là que je vais regarder le changement pour notre temps de discussion aujourd'hui. Merci Christophe. Et toi David, la conduite du changement, en quoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, je crois que c'est important parce que c'est extrêmement présent dans mon quotidien ces derniers mois. Donc, pour revenir déjà peut-être sur le terme expert, je ne me sens pas encore expert de ce domaine. Donc, je me sens surtout à venir partager un certain nombre d'éléments, on va le voir, des difficultés, des apprentissages de ces derniers mois, voire ces dernières années. C'est important parce que moi, je pense que j'ai commencé à faire de la gouvernance partagée et penser ces méthodes d'organisation avec vraiment cette idée de prendre soin des gens, leur donner la capacité de se sentir plus acteurs de leur environnement pour pouvoir agir dessus, pour pouvoir l'amener à ce qu'ils voudraient. Et puis, en fait, toutes les premières expériences que j'ai pu faire, tous les premiers groupes que j'ai accompagnés, c'était des gens qui, collectivement, s'étaient dit « on a envie d'aller dans cette direction, changeons ». Donc, ils étaient déjà dans cette optique « on va changer ». Et donc, prendre soin d'eux, c'était assez facile parce que c'était juste les accompagner dans ce mouvement-là. Aujourd'hui, j'interviens depuis 1 à 2 années dans des structures qui sont différentes, qui sont de beaucoup plus grande envergure, avec des dizaines, voire des centaines de gens, avec des décisions qui sont prises à la base par des directions, alors qui sont prises pour les bonnes motivations, c'est-à-dire de cette motivation de prendre soin des gens, mais quand on amène nos outils, c'est à des gens qui n'ont pas nécessairement compris ce qui les attendait, n'ont pas compris pourquoi on faisait ça, ils sont dans leur réalité quotidienne. Et puis prendre soin, ça nécessite beaucoup plus de pédagogie, beaucoup plus d'explications. Et il y a vraiment tout un mécanisme à mettre autour des outils et de la philosophie pour accompagner les gens qui n'ont pas demandé à changer, justement, à faire ce pas-là. Dans cette volonté de prendre soin d'eux, autant sur le chemin que ce qu'on imagine qu'ils auront quand ils auront atteint la destination qu'on leur souhaite. Voilà. Alors, c'est intéressant, dans les réponses que vous apportez, il y a déjà quelque chose qui se dessine. La conduite du changement qui fait face aux grands changements énergétiques, sociétaux autour de nous, qui fait face aux grands changements de structure à l'intérieur, comment on fonctionne, comment on s'organise, et qui fait face aux individus, comment on prend soin des individus dans tout cet environnement-là. La question qui se pose maintenant, et ce qui probablement chatouille les personnes qui nous ont rejoints, c'est pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est un gros sujet, la question du changement? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on s'attaque à un projet qui nécessite de la conduite du changement? C'est quoi les grandes difficultés liées à la conduite du changement pour vous? Christophe, peut-être? Oui, alors, il y en a une telle multitude, Pour en citer quelques-uns. C'est vaste. Mais je pense à quelques accompagnements que j'ai pu faire, où, par exemple, quand on fait un séminaire avec des clients, on démarre une démarche de changement et
on crée tout à coup beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'attentes chez tout un tas de gens qui se lancent là-dedans. Et puis, finalement, leurs espoirs peuvent être déçus sur le chemin parce que c'est trop lent. Certains vont peut-être se désengager, se démotiver parce que ça va pas assez vite. Ils ont perdu cette énergie de départ, ou alors ils ont découvert des difficultés chemin faisant qui sont bien plus importantes que ce qu'ils ont imaginé. Et donc, il y a de la déception. Donc, pour moi, il y a quelque chose vraiment là de difficile de à la fois créer cette énergie de départ et de garder cet engagement sur le chemin. Je crois qu'il y a aussi une difficulté de créer de la clarté sur ce qu'on veut, vers où on va, quel changement on veut, parce que finalement, chacun en se fait sa propre idée et on a souvent beaucoup de confusion, beaucoup de malentendus par ce manque de compréhension et d'alignement qu'on peut avoir sur ce qu'on est en train d'essayer de faire. Il y a la fameuse résistance au changement aussi. Il y a ceux qui n'ont pas envie d'embarquer. Et donc, pour moi, il y a cette question de quel effort placer sur la mobilisation de chacun, de tous, quel effort placer sur peut-être l'expérimentation avec un petit nombre. Il y a une question de curseur. Et il n'y a pas de réponse toute faite. Donc, en fait, une des difficultés, c'est d'aller être vraiment à l'écoute du système dès le départ et tout au long de la transformation sur ce qui a envie de bouger et où est-ce que ça résiste et pour pouvoir prendre ça en compte. Voilà. Donc, c'est ça les points de vigilance. Oui, c'est les difficultés qui, toi, te semblent importantes, en tout cas celles que tu as choisi de citer. David, est-ce que toi, chez toi, qu'est-ce que tu vois dans ta pratique à toi comme une difficulté qui se présente quand on parle de conduite du changement? Alors moi, j'ai une des choses que je ressens passablement, c'est encore une réorg. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'endroits où je peux passer où ils ont déjà eu des réorganisations et en fait, ça n'a pas porté ses fruits. Ça n'a pas été un vrai changement. C'est-à-dire il y a eu un changement de structure, il y a eu un changement de nom de certains trucs, mais au final, dans leur quotidien, c'est pas mieux. Donc, il y a du changement, mais c'est pas mieux. Et mon collègue Cédric, il utilise souvent l'image de la tour Montparnasse pour dire, bah voilà, la direction, ils sont en haut, ils voient Paris depuis cette vision avec ses couchers de soleil, mais aussi avec, ils voient arriver des orages. Et puis les gens qui travaillent, bah, ils sont en bas, ils sont dans le métro, ils sont dans la rue, ils sont en train de slalomer entre les crottes de chiens sur le trottoir. Et en fait, c'est un petit peu comme si ces changements, c'était bon, ben, on va construire une tour Montparnasse ailleurs à Paris, la vue change, mais en fait, ceux qui sont dans le métro, ils sont toujours dans le métro, quoi. Ça n'a pas bougé. Et donc, quand on arrive avec cette mécanique de changement, c'est encore un truc qui va en fait rien nous changer à nous. Et pour moi, c'est le premier message à essayer de faire passer, c'est OK, cette fois-ci, potentiellement, si on arrive au bout, ça va être quelque chose qui va transformer concrètement votre quotidien. Ça va vous permettre de grimper un peu dans cette tour Montparnasse. Ça va demander à la direction de descendre un petit peu quelques étages pour avoir plus d'écoute et plus de lieux de rencontre. Et découle de ça la peur de ne pas avoir le temps, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on intervient, où les gens, en fait, ils sont déjà sous l'eau, ils ont beaucoup de travail. Alors, est-ce qu'ils ont beaucoup de travail ou est-ce que la structure ne les soutient pas là-dedans? Ça reste à clarifier parfois. Et puis, ils sont dans des univers qui sont potentiellement éloignés de ces aspects assez conceptuels de la gouvernance partagée. Et ça leur demande quand même beaucoup d'efforts et beaucoup de temps de vraiment assimiler ce que c'est. Et donc, ça va nécessiter beaucoup de pédagogie, quoi. Beaucoup plus de temps que ce qu'on est capable de vraiment prendre vu leur emploi du temps extrêmement chargé.
Ok, j'entends ce besoin de transformer, ok, mais montrer que ça apporte du mieux et qu'il y a une communication entre le haut et le bas. Oui, et puis c'est pas juste on change l'architecture des services en gouvernance partagée. Il y a une transformation plus profonde qui est celle de se réapproprier le pouvoir d'agir, de faire des propositions, de modifier, de rentrer dans cette agilité permanente qui, au lieu de faire une grosse restructuration en une fois, va permettre d'agir par petits pas sur l'impulsion de tout un chacun. Ça, c'est des choses qui sont tellement éloignées de ce que les gens connaissent que pour pour le comprendre, pour l'assimiler, ça nécessite de se poser et de réfléchir, chose qu'on n'a pas toujours le temps de faire quand on accompagne des grands groupes de plusieurs dizaines ou de centaines de personnes. Merci David. Et Fabienne, chez Enedis, qu'est-ce que tu observes dans ton quotidien, dans ta pratique, dans tes accompagnements? Quelles difficultés émergent par rapport à la conduite du changement? Ce qui m'est venu, c'est le fait que quand on annonce un changement, alors moi je travaille plus auprès des managers, mais du coup, je peux aller repérer des besoins dans les équipes qui ne sont pas couverts, par exemple, ou des choses qui font tension. En fait, ça vient de là, ce que je perçois comme besoin d'accompagnement, des choses qui font tension, soit auprès d'une personne qui ne va pas bien, soit des tensions entre les équipes. Et alors, les réactions sont souvent de la méfiance ou de la crainte, parce que la peur qu'on remue les choses négatives et puis qu'on reste là-dedans, quoi. Alors qu'au contraire, moi, j'y vois une occasion d'améliorer, de progresser ensemble pour repérer quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits et voir comment ensemble on peut co-construire quelque chose qui réponde aux besoins. Voilà, et je pense que ça vient du fait que notre éducation, elle a beaucoup été centrée sur ce qui ne va pas bien. On met l'accent sur nos points faibles qui sont améliorés et on a tendance à considérer que l'erreur, c'est une faute, quoi. Alors qu'on a au contraire à apprendre de ce qui est difficile. Et puis nos organisations sont quand même assez silotées, hein, c'est une très grande entreprise. Et donc les managers ont des objectifs très précis, un reporting assez serré à faire dans des délais courts. Ils sont globalement sur du temps court. Et donc, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps pour se poser, penser à fonctionner différemment. Et puis aussi, chacun a sa vision du monde et puis aussi par son rôle, sa manière d'envisager les relations, d'envisager la manière dont on travaille en fonction du rôle de chacun. Et donc, on a besoin de croiser les représentations de chacun des membres de l'organisation pour pouvoir ouvrir un peu la vision globale et les représentations de chacun. Mais ça, il n'y a pas beaucoup d'occasions qui permettent ces partages-là. Donc, un des enjeux, c'est ça, c'est créer ces occasions de faire se rencontrer des personnes qui ont des visions différentes pour inviter chacun dans un cadre donné qui permettent une liberté de parole et du coup qui permettent à chacun d'ouvrir un peu sa vision et de faire évoluer ses représentations, ses croyances grâce à une animation qui permet cette ouverture. Ouais. Donc, vous avez dressé un bel éventail de difficultés qui peuvent se présenter, hein. On parle on est dans le changement, on est dans la transformation. Les personnes se retrouvent face à des changements. Vous avez cité parfois des changements non compris où il n'y a pas suffisamment de clarté. Parfois, un gap entre ce qui vient du haut, du haut de la tour Montparnasse et de la base dans le métro parisien. Vous avez parlé de méfiance, de crainte, de tension entre les personnes qui émergent à des moments où on se retrouve dans le changement. Vous avez parlé de réussir à convaincre les gens que encore une réorg, oui, mais c'est pour du mieux. Est-ce que les personnes qui sont dans le changement ont la conviction que ça va leur apporter quelque chose de positif? Et enfin, comment maintenir l'enthousiasme et l'engagement dans le temps et pour éviter les espoirs déçus?
Donc, je vois un bel éventail de difficultés que vous avez nommées là et qui peuvent se présenter quand on transforme ou qu'on apporte du changement. Qu'est-ce que vous pouvez, de quoi vous disposez, de quels outils, de quels éléments vous disposez pour apporter des réponses à ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre concrètement pour répondre à ces difficultés? Peut-être David, si tu veux prendre la parole. Oui, ça me va. Alors, qu'est-ce que j'ai comme solution? Et alors, je vais déjà aller dans les solutions un peu théoriques. Je ne suis pas sûr de l'avoir encore entièrement expérimenté, mais c'est vrai que, ou suffisamment expérimenté. Il y a une chose qu'on essaie vraiment de faire, c'est d'essayer de comprendre où est-ce qu'on peut agir en premier pour obtenir ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut aller dans l'organisation et sur quoi on va agir pour d'emblée obtenir un résultat qui soit concret pour les équipes et qui leur fasse se dire « Ah oui, il y a un potentiel derrière ». Je donne un contre-exemple à ça. Dans une organisation que j'accompagnais, on avait insisté pour qu'on commence par écrire la raison d'être, qui est effectivement pour nous un point de départ. Mais après l'atelier d'une journée, on a écrit une raison d'être, on a écrit quelques valeurs. Quand on a demandé le feedback des gens qui étaient présents, c'est « Oui, bon, ça va, vous êtes le 5e consultant qui vient écrire une raison d'être avec nous. Ça n'a jamais rien changé. Pourquoi est-ce que ça serait cette fois-ci qu'il y a une différence avec ça, quoi ?» Et donc là, typiquement, on n'avait pas pris les devants pour aller chercher, OK, où est-ce qu'il y a de la souffrance, où est-ce qu'il y a des problèmes, pour essayer d'agir à cet endroit-là en tout premier. Et après, ce n'est pas toujours facile à poser parce que justement, il faut faire des audits en profondeur, il faut faire passer des priorités qui ne sont pas nécessairement celles du management, mais qui sont celles de la mise en place. Et puis, il y a toute une négociation, on n'arrive pas toujours à la gérer avec la même fluidité. Et puis peut-être quelque chose de plus pratique et de plus concret que là, on fait de plus en plus, c'est vraiment d'avoir un comité de pilotage local, c'est-à-dire d'identifier au sein de l'organisation les gens, les personnes clés qui vont prendre le relais et qui vont nous soutenir et qui vont même parfois faire l'interface. Moi, je suis en train de réfléchir à leur faire tourner un certain nombre de vidéos pédagogiques, d'explications de concepts, pour que ce soit des gens de l'interne qui s'adressent aux gens qui sont sur place et que ce ne soit pas le consultant externe qui arrive avec ses beaux concepts et puis ces vidéos pédagogiques préparées à l'avance, en fait. Et dans ces personnes clés, je pense qu'il y a un vrai défi de savoir les identifier parce qu'il y a plein d'aspects qui sont différents. Il y a de la motivation, il y a des compétences, il y a aussi une forme de charisme ou d'aura qui est liée à la position au sein de l'organisation. Mais je pense qu'il y a aussi une forme de complexité dans la transformation. Et puis là, depuis peu, et je suis en train de réfléchir à l'intégrer, et je crois qu'il y a José qui est parmi nous, qui nous écoute, eh bien, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de tests qui existent pour mesurer un petit peu, pour évaluer la capacité de chacun, notamment avec le test Valpeo, la capacité à gérer la complexité. Et ça me donne bien envie de creuser un peu sur le profilage un peu de ces personnes clés qui nous relayent au sein des organisations. Voilà, j'en ai plein d'autres, mais je vais laisser des choses pour mes collègues. Oui. Merci David. Je rappelle à vous tous qui nous écoutez, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez creuser sur certaines des choses qui sont citées ici, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires pour que dans la deuxième partie, on puisse y faire référence. Fabienne, de ton côté, en termes de solutions face à ces défis ou à ces difficultés de la conduite du changement? Alors, moi, j'anime au sein de mon unité un groupe qui s'appelle le Cercle Multi-Acteurs, qui réunit une quinzaine de participants de métiers et de profils différents. En gros, c'est un échantillon de tous les métiers de l'entreprise. En 15 personnes, ça représente 2000 agents, y compris médico-social, représentants du personnel, managers variés, fonctions support.
Et l'enjeu, c'est dans un cadre de bienveillance et co-responsabilité, de partager justement nos visions différentes sur un sujet de fond lié à la qualité de vie au travail. C'est un genre de think tank interne. Et pour qu'on puisse mieux se comprendre dans un environnement où il n'y a pas d'enjeu, de façon à ce que quand on se retrouve dans un moment où il y a plus d'enjeux, une négociation par exemple, eh bien, on est au préalable ouvert un petit peu notre représentation de comment les autres fonctionnent et quelles sont aussi leurs vulnérabilités, de façon à ce que ça puisse fluidifier le fonctionnement. Et on a vu que ça avait de belles vertus. Et de ce CMA ont émergé plusieurs idées d'expérimentation à mener dans les équipes, notamment par exemple sur la communication bienveillante. Donc il y a des managers parfois qui font des demandes ensuite d'animation sur mesure dans les équipes pour faire évoluer des choses en fonction du besoin. Donc pour améliorer la communication par exemple entre les personnes sur un même plateau téléphonique, ou bien une animation pour un manager qui arrive et qui veut donner sa vision et faire partager ses managers de proximité sur les valeurs et puis la manière dont ils ambitionnent de construire l'activité dans les 3 ans à venir. Voilà. Ou bien aussi proposer d'analyser les impacts d'un changement à venir. Par exemple, la fusion entre 2 équipes ou bien la rénovation d'un site. Dans ce cas, je propose de réunir un échantillon aussi de personnes qui sont concernées par le changement et puis de les faire s'exprimer sur les items relatifs à la qualité de vie au travail, qu'est-ce qu'il y a comme impact positif, négatif et qu'est-ce qu'on peut proposer pour que ça se passe bien. Et puis, enfin, moi, ce à quoi je crois beaucoup, c'est développer des petites bulles de confiance dans l'entreprise à travers des espaces de parole qui permettent des échanges entre pairs dans un cadre protégé et avec une méthode d'animation structurée pour pouvoir libérer la parole sur des situations de travail qui peuvent poser problème, que ce soit au sein d'une équipe de travail de techniciens ou bien entre managers sous la forme de co-développement ou co-coaching. Voilà. Et ça marche très bien. C'est très puissant. Merci Fabienne. Et Christophe, quelle solution tu identifies, toi, pour répondre à ces difficultés dans la conduite du changement? Oui, moi, je mets toujours beaucoup d'énergie pour définir où est-ce qu'on a envie d'aller. Hein. C'est quoi notre cible? On change pour aller où? Mais pourquoi? Pour quelle finalité? C'est vraiment la question du sens, en fait, de ce qu'on va faire ensemble, et de sens de tous les efforts qu'on va déployer et de tous les inconforts qu'on va traverser dans le changement. Donc, je pense que le sens, il n'est pas donné d'en haut par un leader charismatique qui va dire voilà, c'est ça notre chemin et notre futur, mais qu'il a besoin d'être vraiment partagé par chacun et que la meilleure façon de le partager, c'est de le co-construire. Donc, dans la mesure du possible, j'invite les gens à impliquer ceux qui vont être concernés par le changement dans la définition de ce qu'ils souhaitent accomplir ensemble. Et je pense à un séminaire qu'on a fait pour lancer une transformation en gouvernance partagée d'une entreprise. Et on a travaillé d'abord sur la vision pour l'entreprise et puis ensuite la vision de cette transformation, la mise en place d'une équipe projet qui va copiloter le changement avec nous. Et bien ça donne une énergie fondatrice et une légitimité à ceux qui vont porter le changement qui est vraiment fantastique parce qu'on avait associé l'ensemble des salariés de l'entreprise. C'était pas juste les dirigeants de leur côté qui avaient pensé le truc. Voilà, moi je crois que ça c'est vraiment important parce que ça donne cette direction et il n'y a pas que co-construire cette direction et cette vision, mais il y a aussi co-construire le chemin. Par où on va passer, par quelles étapes, c'est quoi les choses que on a envie de faire ensemble.
Hein. Donc, je vois une question dans le chat, mais est-ce que le support du top management n'est pas primordial? Il est essentiel. Il est essentiel. Le top management est associé à cette co-construction. Bien sûr, il a un mot à dire en tant que leader, et c'est intéressant qu'il prenne une vraie place de leader. Ça, ça va canaliser l'énergie et légitimer aussi l'engagement des personnes. Donc oui, c'est essentiel que le top management soit là, et c'est important qu'il ne prenne pas toutes les décisions et qu'il n'ait pas tout ficelé le chemin, qu'il laisse de la place à la co-construction. Et puis, pour moi, ça me paraît vraiment important qu'au fil du chemin, on prenne le temps d'écouter. C'est-à-dire, quand je dis on, c'est toute la direction, notamment le top management, toute l'équipe qui est impliquée dans la conduite du changement, prenne le temps d'écouter ce que dit le terrain, comment ils vivent le changement, et même quelles sont leurs appréhensions avant le changement. Parce que c'est ça, en fait, toutes les résistances, tous les freins, ce sont des bonnes raisons que les gens ont de ne pas changer pour protéger des choses qui fonctionnent aujourd'hui, pour éviter des inconvénients qui viendraient avec le changement. Et ça a vraiment beaucoup de valeur de les écouter, de les mettre en valeur et de pouvoir aider les gens à développer des solutions pour éviter ces inconvénients-là. Parce que si on y va malgré ça, c'est là qu'on crée de la résistance, c'est là qu'on crée de la souffrance avec le changement. Donc pour moi, c'est essentiel de faire un changement qui est écologique, qu'on ne mette pas les gens, le système, l'entreprise en danger en se ruant tête baissée dans un changement qui serait pas assez précautionneux. Et puis, peut-être dernière chose, il y a un théoricien du changement qui dit qu'il y a 3 phases. Il faut d'abord mettre de l'énergie pour dégeler le système, ensuite de l'énergie pour le changer, et enfin de l'énergie pour le cristalliser dans sa nouvelle configuration. Et c'est ça, souvent, cette dernière phase qui est pas assez prise en compte dans les entreprises, parce qu'on a envie que ça aille vite. Mais quelquefois, une fois qu'on a fait changement, si on veut qu'il reste, qu'il soit durable, que les nouvelles habitudes qu'on a essayé de mettre en place avec, je sais pas, des nouvelles procédures, des nouvelles formations, des choses comme ça, mais il y a besoin d'accompagner pour que ça soit ancré dans le quotidien, que les gens se l'approprient et quand ils rencontrent des difficultés, qu'on les soutienne à dépasser ces difficultés et faire avec cette nouvelle configuration. Voilà, et ça, c'est important d'accorder du soin à cette phase-là de consolidation. Ok, eh bien dans vos solutions, j'entends à différents niveaux savoir, pour le top management, savoir écouter le terrain avant le changement, avancer avec précaution, avancer par étapes et penser à ancrer, définir la cible et le sens, le co-construire, s'appuyer sur un comité de pilotage local et interne pour ancrer les changements. S'appuyer sur des cercles multi-acteurs ou des think tanks internes qui vont être capables de faire de réfléchir, de faire macérer les sujets, et utiliser des éléments concrets comme commencer par des quick wins, commencer par du concret, de l'action. J'ai entendu travailler sur des petites bulles de confiance, du partage de la parole, des espaces de codev, de facilitation. Voilà, donc on part les solutions que vous apportez, elles sont autant sur la structure de l'accompagnement au changement que sur la temporalité, que sur les outils qui peuvent être mis en place et que sur les personnes qu'on va solliciter. Donc ça fait à nouveau un éventail de solutions qui peuvent être apportées à un éventail de difficultés. Vous êtes tous les 3 accompagnateurs du changement dans vos environnements, dans les environnements qui vous sont propres. Et en tant que professionnel de l'accompagnement et que habitué du changement dans les organisations, quels apprentissages vous tirez de votre pratique et de votre expérience? Est-ce que vous avez quelques éléments que vous retirez et que vous pouvez partager sur un apprentissage clé sur l'accompagnement du changement? Christophe, Ouais, bon, je repars dans l'autre sens. moi, je dirais l'humilité. Mon Dieu, que c'est dur le changement et que c'est pas prévisible et qu'il y a des choses qu'on a pensé que ça marcherait et que ça marche pas. Et puis, des fois, il y a des choses, on fait un petit truc et pouf, il y a des gros changements qui se passent. Donc, pour moi, c'est
c'est ça, c'est de pas vouloir construire un dispositif de changement complexe, planifié sur 3 ans avec toute une artillerie, la logique de planification et de contrôle un peu traditionnelle dans la gestion de projet, mais vraiment de se mettre dans une logique d'agilité, une gestion de projet agile, où je tente un truc, je vois comment ça réagit, et je définis le prochain pas en fonction de cette réaction-là. Il y a vraiment quelque chose qui est, OK, j'accepte l'incertitude et le brouillard. Alors, évidemment, moi, je me suis fait cette expérience et cette conviction, mais souvent les clients qui démarrent le projet, eux, ils aimeraient qu'on ait tout planifié, le chemin à l'avance. Et donc, voilà, je passe du temps à parler de ça avec mes clients et quelque part essayer de leur donner de la confiance. Parce que c'est ça, le besoin de planifier à l'avance, c'est pour se rassurer qu'on va pas se perdre en chemin. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est vraiment à la fois faire confiance et dans ce faire confiance dans ce système d'ajustement permanent de petites boucles. Je fais un petit changement, je vois comment ça réagit et j'avance comme ça, pas à pas. Et souvent, j'ai eu des belles surprises. Je pense à un accompagnement où on voulait mettre en place la gouvernance partagée et il y a quelqu'un qui était vraiment pas du tout convaincu. Alors, moi, ça marchera jamais ce truc-là, ça tient pas la route, etc. Il se trouve que dans le projet, il prend beaucoup d'ampleur et il est identifié, coopté par ses collègues pour devenir le futur président de l'entreprise. Et bien, en fait, chemin faisant, il est devenu un des plus fervents avocats de ce changement et de la mise en place de la gouvernance partagée. Et du coup, voilà, c'est des belles surprises, des belles pépites. Donc, il y a aussi plein de belles surprises dans ces accompagnements du changement. Et donc, voilà, pour moi, je crois que dans l'apprentissage que j'ai là-dedans, c'est que c'est pas si dur que ça aussi le changement, et que si on y va avec cette logique agile, on arrive à faire de belles choses sans trop se faire mal. Oui, et puis un commentaire de Georges Combi qui dit d'où l'importance de mixer la planification top-down et l'émergence bottom-up. Très juste. En Voilà, réaction à ce que. Très belle synthèse, Georges. Oui. Eh ben, merci, Christophe. Fabienne, de ton côté, quels Oui, apprentissages pour toi? alors moi je rejoins Christophe. Moi je voulais dire la puissance des petits pas et notamment l'expérimentation. Ne pas chercher à planifier tout de suite un changement important, mais mettre le pied dans la porte et puis laisser diffuser le parfum dans la pièce pour donner envie. Et moi, j'ai vraiment expérimenté ça, et notamment la communication bienveillante, ça a été un déclic pour moi dans l'entreprise. C'était tout à fait de cet ordre-là. Et puis ensuite, trouver des alliés qui puissent aider à faire connaître et puis à donner envie. Et puis des sponsors aussi pour avoir à la fois l'appui du terrain et puis l'appui de la hiérarchie, de façon à ce que, comme le commentaire le dit, faire émerger le changement à la fois du terrain et puis de la direction. Et puis, pour moi-même, j'ai découvert il y a quelques années le terme de marginal séquent. Et alors, ça me plaît beaucoup, ce terme-là, parce que je me retrouve tout à fait. Et donc, trouver une sereine intranquillité dans cette posture de marginal séquent, c'est-à-dire être en fait celui qui est un peu en marge, parce que à la croisée de différents systèmes, aussi bien le management, les RH, la prévention, et puis le médico-social, les représentants de personnel, et donc être à l'écoute un peu de tous ces systèmes-là, et donc intégrer dedans, mais en même temps avec un pas de côté pour pouvoir amener un regard un peu méta, et puis faire part de ce que je ressens, de ce que je perçois comme besoin, et donc être à la fois dans l'alliance, mais aussi dans l'ouverture. Et c'est assez bancal comme position, c'est pas très confortable, mais quand on prend conscience de
la puissance que ça peut amener. Et quand on arrive aussi à faire comprendre qu'on peut apporter grâce à ce positionnement-là, eh ben, c'est très, très chouette. Très chouette. Et donc, c'est un rôle de passeur, en fait. Voilà, tel que je me vois. Avec, je prends conscience de plus en plus aussi de l'importance de faire de la pédagogie pour faire comprendre ce que je peux apporter. Et donc, de faire des propositions. Parce que, comme c'est un peu en dehors du cadre, eh ben, c'est difficile à concevoir pour des personnes qui sont dans des fonctions classiques, quoi. Donc, faire de la pédagogie et montrer en quoi je peux répondre à des besoins grâce à cette posture-là. Oui, merci Fabienne. Et David, quels apprentissages pour toi dans ton expérience d'accompagnateur? Mais c'est pas fini. Je pense qu'il y en a encore beaucoup, des apprentissages à faire. Moi, je pense que un des plus gros apprentissages que j'ai pu avoir, c'est que moi aussi, je dois faire preuve de beaucoup d'agilité. Ça rejoint un petit peu les propos de Christophe, dans le sens où euh, je dois m'adapter beaucoup. Je dois m'adapter aux gens et ça me demande beaucoup plus de capacité d'adaptation aux gens que ce que j'ai fait par le passé dans des univers plus restreints ou plus uniformes. Et j'aime bien le point qu'a soulevé Christophe, par exemple, de la vulnérabilité. Moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, dans le sens où, par exemple, la notion d'ouverture dans l'élément humain qui inspire le carnet cellulaire, eh bien, ça met le doigt là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que je peux être authentique? Est-ce que je peux dire que je ne sais pas? Est-ce que je peux dire que je suis perdu? Et moi, je crois beaucoup à ça en termes de management, de leadership. Je pense que le leader de demain, il doit être capable de ça. Moi, dans la formation et dans l'accompagnement, j'essaye de le cultiver. Et je me suis rendu compte qu'à certains endroits, ben, je l'ai fait de façon un peu prématurée et peut-être un peu de façon excessive en me disant, bah, tiens, j'arrive avec cette posture-là, en essayant d'incarner les valeurs que je prône. Et en même temps, dans un moment de difficulté, ben, ça peut se retourner. Les gens qui ont besoin de plus de cadre, les gens qui ont besoin de contrôle, ils ont besoin de savoir que la personne qu'ils ont en face, elle maîtrise, eh ben, ils peuvent être complètement déstabilisés. Et une fois qu'on a joué cette proximité, cette vulnérabilité, eh ben, c'est parfois difficile de reprendre le chemin. Donc aujourd'hui, j'ai une attention sur le curseur, sur ce curseur-là. Et je donne un autre curseur sur lequel je suis attentif, c'est que moi, j'ai une approche assez collective de me dire, voilà, plus on va faire les choses avec les gens, plus ça sera solide. Et en même temps, je me rends compte que d'arriver avec des éléments qui sont trop conceptuels auprès d'équipes terrain, eh ben, parfois, c'est difficile. Et quand j'explique aux gens, bah voilà, la raison d'être de votre rôle, il faut l'écrire comme ça, on se retrouve dans 2 semaines et je compte sur vous pour l'avoir écrit, bah en fait, ils vivent peut-être 2 semaines assez, assez inconfortables parce que c'est hyper loin de leur réalité. Ils sont pas encore dans la compréhension de ce que c'est une raison d'être. Ils ont peut-être pas ils sont peut-être pas doués pour écrire des textes et ils ont une sorte de devoir. Donc aujourd'hui, j'essaye de trouver la balance en OK, faire les gens, mais en même temps s'assurer qu'ils sont soutenus et qu'on leur demande pas quelque chose qui leur sort de leur zone de compétence, parce qu'ils risquent de tomber dans des formes d'anxiété qui ne sont pas celles qu'on souhaite. Donc voilà, de mettre encore plus d'énergie que ce que j'ai mis jusqu'à présent, de sentir ce qu'il est possible de demander aux gens et d'inventer ce qui est nécessaire pour vraiment les soutenir là-dedans. C'est un de mes gros apprentissages cette dernière année. Wow, ouais, ben merci David. J'ai à nouveau fait le nuage de ce que j'ai entendu de vos apprentissages. J'ai entendu des apprentissages beaucoup sur la posture de celui qui conduit le changement ou celui qui accompagne le changement. Cette posture être capable d'humilité, être capable d'ouverture et de vulnérabilité. J'ai entendu le besoin d'être agile
de naviguer dans l'incertitude et dans le brouillard. J'ai entendu ce que Fabienne nommait la sereine intranquillité aussi. Donc, la posture de l'accompagnateur du changement. Donner envie, trouver des alliés et des sponsors, savoir s'adapter aux gens, oser faire de petites boucles et de petits pas, s'appuyer sur le petit et ne pas chercher la complexité, et enfin savoir jouer avec les curseurs entre vulnérabilité et contrôle, entre faire le collectif et être très cadrant et très soutenant. Voilà un beau catalogue. Ce que j'entends et ce que je retiens, moi, comme mot de la fin, c'est que ces apprentissages, ils sont en continu et qu'ils ne sont jamais finis. Donc, on aura beau les partager, il y en aura toujours de nouveaux à apprendre et probablement à s'adapter à chaque situation. Eh bien, merci infiniment à vous trois pour vos partages et vos contributions à cette table ronde